Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Accusés, levez-vous. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour Clémence, bonjour tout le monde. Vous êtes journaliste et cofondateur du site Le Monde Moderne et puis chroniqueur chez nous également. Et vous êtes accusé, Alexis Poulain, par le journal Libération de vous revendiquer socialiste et en même temps de vilipender la dictature sanitaire et en même temps la posture du progressisme. Somme plus de fréquenter des gens d'un autre bord que vous, avouez qu'il y a de quoi douter de votre socialisme. Et voilà pourquoi Libération a lancé cette enquête entre guillemets contre vous. Donc cet article, Alexis Poulain, influenceur insoumis ou idiot utile de l'extrême droite. Alors, que souhaitez-vous répondre aujourd'hui à Libération, Alexis Poulain ? Alors, j'ai fait un long live hier sur Le Monde Moderne, justement sur Twitch, pour lire cet article parce que c'est réservé aux abonnés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'abonnés à Libération parmi les auditeurs. Donc, ça permettait de répondre point par point à cet article. Ce que j'ai à dire, c'est simplement symptomatique de cette volonté de l'étiquetage qui a été théorisée par Howard Baker, c'est-à-dire il faut pour le camp du pouvoir limiter le cadre du débat et expliquer qu'il y a des déviances et qu'il faut surtout éviter ces déviances. En l'occurrence, moi j'ai fait un choix, il y a de ça quelques années déjà, c'est de parler partout, c'est d'aller partout où on m'invitait, c'est parce qu'on a une chance formidable d'être dans un pays où on peut se parler, on peut débattre, même si on n'est pas d'accord. Et ça, on peut le faire avec des mots et sur des médias de tous bords. Et j'ai toujours répondu aux invitations et je l'ai fait en étant moi-même. C'est-à-dire que je change pas mon discours en fonction d'où je me trouve. Et malheureusement, dans une certaine vision du monde, il faut répondre finalement à des critères pour avoir le droit de passer sur certains médias, pour être pris au sérieux, pour être écouté et entendu comme un intellectuel en vue, pour finalement être quelqu'un qui compte dans le débat. Je suis contre ça, je pense que c'est quelque chose de dangereux, c'est une sorte de censure déguisée finalement, de choisir qui sont les interlocuteurs. Et on voit bien d'ailleurs, vous n'avez jamais de réel débat face à Bernard-Henri Lévy. Il est invité seul pour dérouler sa philosophie, c'est-à-dire en fonction de qui il paye pour dire qu'il faut faire la guerre quelque part dans le monde. Et c'est ça partout, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile finalement d'arriver sur un plateau de chaîne d'infos continue et d'avoir un débat équilibré. Généralement, vous êtes seul contre de nombreux contradicteurs, ou vous n'êtes pas là tout simplement, ou les contradicteurs sont à peu près tous d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu. Donc voilà, moi j'ai fait un choix très différent qui est critiqué à gauche également, d'où l'adjectif confus, d'où ce terme d'idiot utile de l'extrême droite. J'ai pas l'impression d'être un idiot utile, je défends mes idées, elles sont bien sûr sur le thème simple de la lutte des classes. Je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a des inégalités qui sont intenables dans notre société, inégalités économiques, mais aussi s'ajoute à ça une sorte de vernis moral qui voudrait que ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le pouvoir, font la leçon à ceux qui n'ont rien et ceux qui n'ont bientôt plus rien. Et ça, c'est intenable pour moi. Et donc, voilà, j'ai fait le choix d'être partout où on peut parler, on peut débattre, y compris ici chez vous, Clémence. Alors, oui, tout à fait, Alexis Poulain, parce qu'il est clair que vous n'êtes pas du même bord que Radio Courtoisie, et pourtant, nous sommes vraiment ravis de vous entendre régulièrement chez nous. Alors, avant d'aborder cette question de fond, je pense, sur votre combat, l'inégalité économique, par exemple, et sur laquelle, finalement, je trouve il peut y avoir des passerelles entre votre opinion et celle des auditeurs de Radio Courtoisie. Ce qui est intéressant, justement, et c'est là que le dialogue et l'échange peut être intéressant. Au-delà de ça, si on reste un petit peu sur cet article de Libération, on l'appellera comme on voudra. Article, ouais. Ce qui est intéressant, c'est donc cet étiquetage et cet étiquetage facile. Et moi, j'ai repéré quand même quelques phrases qui me choquent. Par exemple, à un moment donné, c'est un journaliste qui vous a côtoyé qui dit ça. Alors évidemment, il n'est pas nommé. Vous avez pensé, donc on parle de vous,
coup, il a pensé qu'il pouvait aller faire des chroniques régulières à RT, donc Russia Today, donc le média russe, pro-russe, et continuer à passer sur Arte ou France Info. Il s'est trompé et ça a joué dans son ressentiment contre les médias. Ça, bon, voilà, ils font de la psychologie derrière. Mais en fait, vous avez fait l'erreur de penser que vous pouviez aller dans d'autres médias que les médias, on va dire, assermentés. Et là, c'est quand même très, très intéressant également. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le fond de vos propos qu'ils viennent chercher, mais seulement l'endroit où vous vous trouvez à ce moment-là. Oui, c'est bien ça le problème, c'est l'étiquetage. C'est-à-dire que c'est là où je parle de censure. Cette conclusion est formidable. C'est dans la conclusion où il y a les mots de ce journaliste qui explique que finalement, je ne serai plus invité dans les mainstream, et ça fait de moi un jaloux parce que j'ai fait le choix d'aller partout. Ce qui est évidemment pas du tout le cas. Et ce qui est terrible, c'est de voir que cette censure-là, elle est acceptée, elle est totalement avouée. Puisqu'on nous dit que voilà, parce que j'ai fait ce choix-là, je n'aurai plus accès à certains plateaux. Il serait normal que vous ne soyez pas accepté ailleurs, même si vous n'avez pas changé, même si vous restez le même, même qui était autorisé auparavant. Exactement. Et donc, c'est-à-dire, c'est là où on voit le tri, finalement, des éditorialistes, le tri de la parole, finalement, et la fabrique du consentement. Toute parole qui va être à l'inverse de ce qu'est la doxa officielle, même si j'aime pas ce terme doxa, mais on va dire la moutonnerie officielle, c'est-à-dire on est à peu près dans une sorte de bouillon tiède où tout le monde est à peu près d'accord. Toute cette parole qui va aller à l'encontre, et j'en ai fait notamment les frais lors de la crise sanitaire, enfin la gestion pseudo-sanitaire du Covid, est vouée soit au tag de conspirationnisme, de complotisme, de confusionnisme ou d'antisémitisme, ce qui est le label final. Or, on ne peut pas m'accuser de ça, en l'occurrence. Mais on a essayé de m'accuser de complotisme, on a essayé de m'accuser de confusionnisme. On essaye tout pour éviter que cette parole-là devienne mainstream, justement, soit audible, ait une part au débat. Et ça, c'est proprement scandaleux. Et c'est là où la démocratie est défaillante. C'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que quand un média comme RT France se retrouve censuré par la volonté d'Ursula von der Leyen et des technocrates européens, j'ai pas vu beaucoup de journalistes se lever et de parler de censure des médias dans les démocraties européennes. Ça tombait bien, puisque le média était russe, en l'occurrence, et que les Russes sont le mal absolu en ce moment. Mais c'est scandaleux. Et là, personne n'a essayé de faire quoi que ce soit, ou très peu de gens. Il y a eu un syndicat de journalistes qui a fait quand même un communiqué outré, mais ça va pas plus loin. Et donc, ce que j'aime pas dans la façon dont s'organise le débat public en France, c'est cette cooptation des mêmes. C'est le fait d'avoir systématiquement un Franz-Olivier Gisbert, un Christophe Barbier qui vont déblatérer les mêmes bêtises depuis maintenant 20 ans. Mais on a maintenant Léa Salamé qui prend le relais, etc. Et donc, cette façon d'encadrer le débat fait qu'il n'y a plus de débat, fait que finalement l'audience commence à bouger. Alors, on est très loin, bien sûr, des audiences des médias de masse, mais l'audience commence à bouger et aller s'intéresser à là où ça grince un peu, à là où il y a des grains de sable, à là où la parole est un peu plus libre. Finalement, on se dit, tiens là, je vais entendre autre chose que, ah bah oui, il faut faire comme le gouvernement nous dit, ah bah oui, c'est vrai quand même, les Russes sont très méchants, ah bah oui, c'est vrai, ah là là, attention, il faut écouter le ministre de la Santé et Olivier Véran. Enfin, voilà, c'est juste à un moment qui n'est plus ministre de la Santé, qui est porte-parole, mais c'est encore pire maintenant qu'il est porte-parole. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une recherche de la part de nos concitoyens d'information, mais aussi de débat, aussi d'une certaine liberté. Et je suis désolé, ces 2 dernières années ont été calamiteuses pour nos libertés, calamiteuses. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui ont cette parole autorisée, qui ont défendu les libertés, qui ont critiqué le gouvernement dans sa politique débile. Enfin, je suis désolé, mais fermer les rayons jouets parce que c'était des commerces non essentiels, c'était pas du tout une politique sanitaire, c'était une politique de fou. Et trop peu de gens l'ont dit. Alors, j'aimerais aussi qu'on revienne sur un autre propos qu'il vous porte, c'est le fait de vous revendiquer socialiste et d'en même temps critiquer la dictature sanitaire et le progressisme. Alors, c'est intéressant, et donc ils commencent comme ça, ils disent une anguille, comme si on ne pouvait pas se dire socialiste et en même temps critiquer ce qui s'est passé vis-à-vis de la Covid et critiquer le progressisme, alors que pour moi, c'est au contraire tout à fait logique. C'est pour moi aussi, c'est assez logique. Et quand je dis socialiste, c'est un socialisme historique. Oui, on va parler plutôt de PS, Jaurès et d'une certaine vision anarchiste aussi du monde. Mais bien sûr, tout le problème est là, c'est-à-dire que
comme vous avez un certain nombre de personnes qui essayent d'être les bons élèves, de passer sous les fourches codines, d'avoir les bonnes notes pour être justement sur ces plateaux, etc., pour eux, c'est impensable de pouvoir être de gauche et de critiquer une politique qui était là pour sauver des vies, entre guillemets. C'est aussi impensable, et là j'ai passé 2 heures avec ces journalistes de Libération qui m'ont posé la question sur le progressisme, et je leur explique que le progressisme est une imposture. Et là, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais quand même, vous pouvez pas être contre l'avortement, vous pouvez pas être contre le fait que... Je leur dis, mais attendez, le progressisme, c'est quoi ? C'est travailler de plus en plus alors qu'on a fait des gains de productivité. C'est effectivement de temps en temps un thème de société qui va éclore, et là on va s'attaquer à la fin de vie par exemple, mais c'est pas ça le progressisme. Là c'est l'illusion du progrès en réalité. Vous avez affaire à des gens qui tiennent un système qui est là pour soumettre, qui est là pour faire en sorte que l'humain soit une valeur d'ajustement sur la productivité économique, et vous appelez ça le progressisme. Moi non. Et le macronisme est, je pense, un populisme de l'élite, comme je l'avais écrit dans un article du Monde Moderne, parce que il reprend tout à peu près les cases du populisme, mais il le fait pour l'élite, c'est-à-dire que on va critiquer les pauvres. J'ai envie d'emmerder les Français. Ça, c'est populiste comme thème, emmerder, utiliser les gros mots, etc. Utiliser les réseaux sociaux comme le fait Macron, etc. Mais ça, ils ne peuvent pas l'entendre. Il y a comme un blocage cognitif à un moment, c'est-à-dire que le monde est fait d'idéologies et il faut respecter ces idéologies. Non, je pense que le monde est fait d'idées. Certaines idées sont bonnes, elles sont de tous les côtés, et moi ce que j'aime c'est la liberté, c'est le débat, et c'est surtout garder mon esprit critique et cette liberté critique. Et je trouve que plus ça va, plus on se retrouve enfermé dans quelque chose de l'ordre de la conformité. C'est la société unidimensionnelle, c'est la fabrique du consentement, encore une fois, et c'est le fait qu'il ne faut pas penser autrement, surtout pas. Et ça me choque. Voilà. Alors encore un point sur Libération. Finalement, depuis quand Libération a-t-elle oublié justement son vrai socialisme ? Depuis quand Libération a oublié le peuple ? Oh, ça fait longtemps. Je pense que déjà dans les années 70, il y a eu une dérive. Ensuite, il y a eu les années Mitterrand triomphantes où là, Libération est devenu le journal qu'il fallait lire à Paris. Là, c'est un journal qui va très mal financièrement, qui a été sauvé par Daniel Kretinsky, qui est cet oligarque tchèque qui a fait fortune dans le charbon, qui vient de faire un prêt de 15 millions d'euros en septembre à Libération pour assurer que le journal puisse durer jusqu'en 2026 et revenir à l'équilibre. Qui a récupéré également Marianne Kretinsky. Marianne, un départ dans le monde. Enfin, oui, c'est quelqu'un il a lancé Franc-Tireur. C'est quelqu'un qui fait une OPA sur le paysage audiovisuel français, enfin surtout la presse. Et c'est Denis Oliven, le patron de Libération, Patrick Drahi qui en était le propriétaire, qui a fait un fonds finalement pour faire en sorte qu'Altis soit caché derrière un paravent, mais qui supporte ce journal. Ça fait très longtemps. Enfin, quand déjà vous aviez Geoffrin qui était à la tête de journal et qui appelait "Faites ce que vous voulez, mais votez Macron". Voilà. Il faut savoir que Macron est né du Parti socialiste. C'est le premier succès de Macron en 2017. C'est le Parti socialiste qui le fait. C'est la trahison interne de ces gens-là qui décident de faire de Macron le fer de lance. Et puis, il y a toutes les trahisons. Aujourd'hui, plus personne sait où est Emmanuel Macron. Lui-même, je pense qu'il a des doutes parfois. Mais on voit bien qu'en 5 ans, c'est un échec terrible, et pour l'économie française, et pour le pays, et pour nos libertés. Donc voilà, le socialisme est oublié, je vais dire, dans l'argent, dans le fait qu'il faut survivre, qu'il faut vivre. Et ça me choque pas finalement, parce que j'ai vu aussi ce changement de Libé. Alors Libé garde quelques bons reporters de terrain qui font des enquêtes, notamment ils sont assez pointus sur les États-Unis, sur la crise migratoire, sur certains thèmes de société, où là je pense qu'il y a une valeur ajoutée à Libération. Pour le reste, c'est un journal. On a vu un débat également avec Jean Quatremer en interne, donc on a pu voir certains débats de journalistes de Libération contre la doxa de Libération, on va dire. Donc il y a quand même il faut, voilà, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac non plus, évidemment. Non, absolument pas. Mais non, mais voilà, d'accord, c'est intéressant sur Libération. Alors, on va revenir sur la question de fond que vous avez abordée au départ, c'est-à-dire ce problème d'étiquetage aujourd'hui un peu facile qui permet de ne pas discuter les uns avec les autres et qui est
particulièrement intéressant parce que là, encore une fois, d'ailleurs c'est ce que moi j'ai fait remarquer à Libération, on reste sur des très très vieilles étiquettes finalement. L'idiot utile de l'extrême droite, c'était l'étiquette pour griller quelqu'un. Il y a 30 ans, on a l'impression qu'ils n'ont pas évolué depuis. Alors c'est vrai que derrière, ils utilisent aussi l'étiquette de complotiste, je crois, ou complotiste. Oui, ça c'est la nouvelle étiquette. Ouais, ils ont modernisé un petit peu. Mais la question qui se pose, c'est plutôt, est-ce que finalement ces étiquettes sont encore vraiment valables ou est-ce qu'on ne devrait pas aussi tous revoir un peu nos critères de fonctionnement, nos façons de réfléchir avec, on le sait, hein, les distinctions bloc populaire, bloc élitaire, ou les nowhere et les anywhere de Goodhart, enfin ceux qui viennent de quelque part, ceux qui viennent de nulle part. Est-ce que finalement, nous-mêmes et le journal Libération, par ailleurs ici, ne doivent pas revoir leur grille de lecture? Non, ils peuvent pas la revoir parce que c'est le système politico-médiatique. Il est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a les termes du débat, il y a le cadre du débat et puis il y a les partis en présence. Mais ce sont des oppositions qui se connaissent. Ce sont des thèmes que vont connaître des gens qui vont pas forcément s'intéresser à la politique ni à l'actualité. Donc ça permet de fermer le débat, justement, ces thématiques. Après, il y a une extrême droite, elle existe. Il y a une extrême gauche, elle existe. Il y a bien sûr, tout ça existe. Mais le fait de faire des thématiques comme celle-ci et d'essayer d'éviter de parler des sujets qui fâchent, le souverainisme, le poids de l'Union européenne dans nos vies actuellement, les inégalités qui vont conduire à ma stratégie populiste, de dire moi j'essaye de parler à tous les perdants finalement, en sachant que attention, dans le cadre des étiquetages actuels, vous resterez perdant et ça peut continuer longtemps. Et donc c'est leur rôle. Il faut pas leur demander non plus de faire des choses au-delà de leur capacité et de ce qu'on attend d'eux, en réalité. Là, je parle de la rédaction de Libération. Donc, ça me choque pas qu'ils utilisent ces thématiques-là, qu'eux soient dans ce monde-là. C'est le monde politico-médiatique actuel. Il faut voir que des gens réfléchissent comme ça au sein de la classe politique, au sein de la classe journalistique, et ne cherchent pas à aller comprendre pourquoi les gilets jaunes, pourquoi un tel désamour des urnes, pourquoi finalement des citoyens n'utilisent pas leur droit de vote. Elle est là la question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a une démocratie aussi défaillante? Pourquoi un état d'urgence permanent? Pourquoi un secrétaire général de l'Élysée mis sous statut de témoin assisté? Pourquoi un ministre de la Justice mis en examen? Ça, c'est des vraies questions. Et ben là, non, finalement, on va s'intéresser à ma pomme, à Louis Fouché. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous n'êtes qu'un parmi plein d'autres. On se demande aussi ce que Libération a à faire. Enfin, franchement, pourquoi ne pas traiter de sujets de fond plutôt que d'aller chercher d'éventuels ennemis, entre guillemets, adversaires en tout cas, d'idées, et d'aller allumer en effet la Check News qui publie un article, Les étranges conférences payantes de Louis Fouché, figure des anti-vaccins. Oui. Alors, c'est vrai qu'on se dit, mais qu'ont-ils d'autre à faire que d'aller attaquer les autres finalement? Pourquoi eux-mêmes ne proposent pas du fond? Mais ça s'appelle les chiens de garde. C'est le but. Ils sont là pour mordre au mollet et pour éviter que vous rentriez dans le jardin. Donc c'est le rôle. Ils sont là évidemment pour ça. Ça a été très bien théorisé par Halimi. Et ces journalistes-là sont là pour tenir la parole dominante, pour tenir la classe dominante par un débat qui est cadré. Il faut surtout pas faire le chien dans un jeu de quilles, arriver comme moi en électron libre et dire non mais attendez, je veux bien, mais là vous racontez n'importe quoi sur ce plateau. Avec des faits, avec des chiffres, avec le moment où vous dévoilez la clownerie qu'est le plateau de débat télé. Donc ça, il faut pas le faire. Et malheureusement, c'est ce qui fait que ça peut perdurer longtemps, avec une sorte de dissonance entre ceux qui s'informent et ceux qui font semblant de s'informer ou vont être mal informés. Et donc voilà, il faut refuser ces cadres. Enfin, moi, j'ai choisi de refuser ces cadres de débat. Je pense qu'ils sont pas suffisants. J'ai choisi aussi de penser autrement les ruptures politiques actuelles et je pense que c'est important de comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui avec quelqu'un comme Emmanuel Macron. C'est la fin finalement de ce bipartisanisme tel qu'il a été fait, puisque vous retrouvez au sein de Renaissance des gens de droite comme des gens de gauche anciennement et qui travaillent pour Emmanuel Macron, qui n'a qu'un discours technocratique, qui est là pour travailler plus, pour produire plus, pour essayer de sauver une économie qui est assise sur 3 000 milliards de dettes. Donc je vois pas comment ça peut fonctionner, je suis désolé, mais visiblement si, et visiblement c'est formidable. Donc
ces cassures-là sont réelles. Voilà, les nowhere, les anywhere, et surtout. La parole des perdants n'est pas représentée. Moi, c'est ça qui me choque le plus. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas droit à la parole ont encore moins le droit d'être représentés, d'une certaine façon, et sont systématiquement cornérisés, montrés du doigt comme étant des dangereux, des séditieux. Regardez, c'est Raquel Garrido qui a invité des gilets jaunes à l'Assemblée. Là aussi, elle a été montrée du doigt parce qu'attention, ce gilet jaune-là était proche de Dieudonné, parce qu'attention, celui-là, il a dit des discours complètement conspis sur Internet. Donc voilà, il faut surtout pas représenter les gens qui n'ont pas le droit à être représentés. Ça, c'est scandaleux. Et heureusement, il y a des partis qui essayent de le faire. Et heureusement, il y a des médias qui essayent de le faire. Ouais. Dont vous, Alexis Poulain. Merci beaucoup pour votre franc-parler. Je rappelle que vous êtes cofondateur du site Le Monde Moderne et que vous avez une chaîne YouTube qui, elle, malgré tout, continue d'augmenter et d'avoir un grand succès. Merci beaucoup, Alexis Poulain, et à bientôt. Merci, Clémence. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.